Les matins de France Culture, Guillaume Erner. D'une propriété inviolable et sacrée à une propriété sociale commune ou même néolibérale, il est aujourd'hui bien difficile de cerner les contours d'une notion qui nous paraît particulièrement évidente et qui, pourtant, bien sûr, a une histoire qui n'est d'ailleurs peut-être pas la même en fonction des pays. La propriété, elle est au cœur d'un documentaire diffusé ce soir sur Arte, dont France Culture est partenaire, Le Monde et sa propriété, divisé en 4 épisodes. Il est réalisé par le romancier et cinéaste Gérard Mordia. Bonjour. Bonjour. Ainsi que par l'avocat Christophe Clerc. Bonjour également Christophe Clerc. Bonjour. Gérard Mordia, au terme donc de ces 4 épisodes du Monde et sa propriété, qu'est-ce qui vous a le plus surpris dans ce périple autour de cette notion ? Ce qui m'a surtout, plus que surpris, ce qui m'a étonné, c'est au fond qu'il n'y ait pas de point commun sur la définition de la propriété à travers les différentes cultures, les différents pays, ni même à l'intérieur, par exemple, de la France, sur la multiplicité des axes qui parlent de la propriété. Parce que la propriété touche, comme vous l'avez dit, absolument tous les domaines de notre vie, le corps, l'intelligence, l'espace, etc. Et donc, c'est ça qui était intéressant, c'était comment d'un seul coup tout cela s'était mis en lumière, comme éclairé, je ne sais pas, au tungstène, on est là à Sainte-Lucie, ben voilà, c'était mettre en lumière comment tous ces éléments forment une propriété, mais pas une propriété unique, des propriétés. Et je crois qu'il faut insister sur ça, et on insiste sur ça dans notre travail. La propriété a des propriétés, elle a une grammaire, c'est très important, mais elle n'a pas de propriétaire. Et oui, parce que comme vous venez de le dire, Gérard Mordia, il faut rappeler effectivement que dans les différentes notions de la propriété, aujourd'hui, il y a évidemment la propriété matérielle, mais il y a aussi la propriété de nos corps, il y a aussi la question du vivant, dans quelle mesure on peut le breveter ou pas, et puis, bien entendu, avec les considérations écologiques, eh bien, la terre, sa propriété, ou bien la communauté de ces propriétés. C'est ce que vous avez voulu montrer, Christophe Clerc, au terme de ces 4 épisodes, avec dès lors la sensation que cette notion est en réalité éminemment problématique. La propriété est problématique, elle l'a toujours été. Depuis qu'il y a de l'écriture, il y a des textes sur la propriété, il y a des dénonciations sur les abus de la propriété, et puis il y a toujours une pratique de l'appropriation qui prend des formes multiples. Et ce qui est problématique aujourd'hui, au fond, et pour moi, c'était une des grandes découvertes que j'ai faites en fait, à l'issue de cette enquête internationale qui est notre série, c'est qu'il y a une idéologie de la propriété, ça s'appelle le propriétarisme. Ce mot existait au XIXe siècle et il a disparu. Il n'est plus aujourd'hui dans l'Encyclopédia Universalis, il n'est pas dans le Grand Larousse, ce n'est pas dans le Grand Robert. Et pourtant, c'est une idéologie qui sous-tend, au fond, le capitalisme libéral dans lequel on se trouve, puisque c'est l'idéologie de la propriété marchande. Donc on a une idéologie invisible, elle revient aujourd'hui au devant de la scène. Par exemple ? Alors, par exemple, on voit aujourd'hui, dans l'ouvrage de Thomas Piketty, parle du propriétarisme, et je pense qu'il a été tout à fait important, et ses travaux sont très importants, pour remettre cette idée dans le débat public. Ce qu'on fait, nous, c'est qu'on l'a approfondi d'un point de vue historique, philosophique, Thomas Piketty le faisant très bien d'un côté historique et économique. Alors, s'il fallait trouver un point de départ, puisque vous passez un certain temps à essayer de faire la genèse de cette notion au travers donc des philosophes, des économistes qui l'ont pensé, au travers des cultures également, puisque comme vous l'avez dit Gérard Mordia, la notion de propriété, elle n'est pas équivalente dans un pays et dans l'autre. On va écouter un extrait du premier épisode où là il est question de la propriété vue par John Locke au XVIIe siècle. Locke's theory of property. La théorie lockienne de la propriété est une théorie du travail. Je laboure le sol, je travaille la terre, je plante des arbres, et mon travail se mélange avec ce que je fais. Donc le sol, la terre deviennent ma propriété.
La justification de la propriété, c'est mon travail, le fruit de mes efforts. Et ainsi, j'acquiers des droits exclusifs sur cette propriété. Locke est le premier théoricien de la propriété considéré comme droit humain, avant même que la société existe, au contraire de Hobbes et Rousseau, pour qui la propriété était instituée avec l'établissement de la société. Locke pense que les humains ont la propriété d'eux-mêmes et pour lui, tout découle de ce principe fondamental. Un extrait donc du premier épisode de cette série que vous consacrez à la propriété qui sera diffusée ce soir sur Arte. Gérard Mordia, on y découvre par exemple que la France a une place spécifique vis-à-vis de la propriété. En tout cas, disons que pour le monde occidental, il y a deux grands axes. D'un côté, il y a Locke qui va inspirer énormément d'économistes avec cette idée que l'homme étant propriétaire de lui-même, ses travaux créent immédiatement une propriété. Ce que vient de dire Andreas Ramatian, je travaille mon sol, je laboure, etc. Je deviens propriétaire de ce que je fais. En même temps, dans le monde anglo-saxon, il n'y a pas réellement de constitution de la propriété. Il y a un ensemble de règles traditionnelles qui garantissent la propriété, mais ce n'est pas dit comme ça. En France, il y a la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui vient dans deux articles, l'article 2 et l'article 17. Et si on prend d'un côté Locke et de l'autre côté la Déclaration des droits de l'homme, on a au fond le cadre exact de tout ce que seront les discussions sur la propriété. Parce que en France, dans l'article 17, elle est dite inviolable et sacrée. Mais en même temps, tout de suite, c'est corriger cette notion par l'idée que ça doit quand même se soumettre aux lois qui l'encadrent. Alors, on se demande, mais si c'est inviolable et sacré, qu'est-ce qui peut contrôler que ce soit inviolable et sacré? Et surtout, qu'est-ce qui peut justifier que l'on dédommage des gens à qui qu'on aurait privé de cette propriété? Chez Locke, c'est différent. Et Locke, ce qui est extraordinaire, c'est que ça va être à la fois une référence pour les libéraux, pour les marxistes, pour les libertariens, etc. Donc on voit bien que là, entre Locke et la France, il y a tout le spectre de la propriété. Et c'est la France qui reconnaît de manière explicite dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dans l'article 17, Christophe Clair, le droit de propriété, qui est donc un droit inhérent à la personne humaine. C'est un droit qui a été sacralisé. Inviolable et sacré, c'est une qualification tout à fait étonnante pour un juriste, parce que le droit n'est pas inviolable, il y a des vols tous les jours, et puis ce droit n'est pas sacré dans un pays laïque. Ce qu'on veut dire par le fait qu'il est inviolable et sacré, c'est qu'il ne faudrait au fond pas y toucher. Et c'est donc l'idée d'une constitutionnalisation de la propriété, d'une protection qui serait telle qu'au fond, plus personne ne pourrait atteindre au droit de propriété. C'est quasiment une conception anthropologique de la propriété. Ça veut dire que tout être humain, la notion même d'être humain est attachée à la notion de propriété, Gérard Mordia. Oui, absolument. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cet article, il y a au fond... c'est la boîte noire de la propriété qu'il faut absolument décrypter parce que ce sont deux notions très complémentaires, enfin très différentes aussi. Ce qui est inviolable et sacré, c'est le droit à l'existence qui nous permet de vivre. Mais ce sont aussi nos droits, la liberté, la lutte contre l'oppression, etc. Ça, c'est inviolable et sacré. Et puis, il y a la propriété des biens matériels qui, elle, est soumise à la loi. Et c'est ça la différence. Mais comme tout a été ramassé en un seul article, tous les débats ont tourné autour de ça. Qu'est-ce que voulait dire inviolable et sacré et à quoi ça s'appliquait? Et donc, c'est là qu'il y a la constitutionnalisation de la propriété sur laquelle nous vivons aujourd'hui. C'est différent au Royaume-Uni. Alors là, la propriété n'est pas un droit inaliénable. Elle n'est pas considérée comme sacrée, comme en France, Christophe Clair. Et c'est très paradoxal. Parce que la propriété y est bien puissante, notamment aux États-Unis et même en Angleterre. Mais ils en ont une conception pragmatique. Ils n'en font pas quelque chose de sacré. Nous, on a un débat presque théologique au XIXe siècle. On a une vision de la propriété qui est un ensemble intouchable, qui est presque un objet propriété. Et on se dispute autour de cet objet. Et comme il est sacré, toute invocation du sacré est un appel à la profanation. Et donc, on a en face des gens qui vont rester dans ce vocabulaire du sacré
pour contester cette propriété. Aux États-Unis, au fond, le concept va être déconstruit à la fin du 19e, début du 20e siècle, pour en faire quelque chose de très pragmatique. Alors ça a des avantages, parce qu'on peut regarder l'objet tel qu'il est, ça a des inconvénients, parce que ça a permis d'étendre la notion de propriété à des choses qui sont peut-être très éloignées. Par exemple, le droit d'un producteur de cigarettes de vendre ses produits et de faire de la publicité devient un droit de propriété qu'il faut protéger. Et donc, comme toujours avec la propriété, c'est ambigu. Et d'ailleurs, il faut noter qu'aux États-Unis, la propriété n'apparaît pas dans la déclaration d'indépendance, l'idée de propriété, tout simplement parce que cela posait problème, évidemment, par rapport aux États du Sud, qui étaient des États esclavagistes, et donc il ne fallait pas les heurter, et donc on a évacué le terme de propriété. Et c'est peut-être l'une des raisons pour laquelle, là aussi, aux États-Unis, c'est un faisceau de droit qui garantit la propriété. Et donc, on n'est pas, là aussi, dans la vision française de la chose. Christophe Clerc. Tout à fait. C'est ce faisceau de droit, ce qu'ils appellent un bundle of rights, un faisceau de droit qui va définir la propriété aux États-Unis. Mais peut-être pour préciser, il faut comprendre qu'on utilise sans cesse ce mot de propriété dans le débat ce matin et dans le discours en général. C'est très trompeur parce que dès qu'on utilise le mot de propriété, on a notre conception, au fond, de la propriété issue du 19e siècle qui vient s'imposer à l'esprit. Or, le droit est constitué de représentations et cette représentation va venir, au fond, définir ce que l'on imagine être la propriété. En fait, dans le monde, il y a toujours un rapport d'appropriation, il y a toujours des gens, tout le monde dit c'est à moi. C'est à toi, c'est pas à moi, c'est pas à toi. Ça existe partout. Mais ça prend des formes multiples et on voit au cours des siècles, au cours des millénaires même, une propriété statutaire, c'est-à-dire une propriété qui va respecter le rapport social en dehors du rapport de la personne à l'objet. On va trouver la propriété marchande, celle qu'on connaît, qui dit non, le rapport à l'objet, c'est ce qui est le plus important. J'ai le droit d'acheter, de vendre, de détruire cet objet, peu importe les rapports sociaux autour. On va trouver une propriété sociale qui va définir ce que c'est que la collectivité et quel droit de propriété elle peut avoir. Et puis j'espère qu'on aura un jour une propriété écologique. Au fond, c'est un peu comme le mot domicide. Quand on utilise le mot domicide, on comprend un homicide, c'est qu'on tue quelqu'un. Mais c'est pas du tout la même chose si on a une légitime défense ou bien un assassinat. Voilà, tout ça, ce sont des homicides, mais on voit bien que derrière le mot homicide, on a des concepts très différents. C'est pareil pour la propriété. Et toujours pour essayer donc de confronter cette vision naturelle de la propriété en France, eh bien, les variations culturelles de cette notion montrent qu'il en est autrement ailleurs. On va écouter un autre extrait de votre documentaire, Gérard Mordia, Christophe Clerc, avec l'économiste à l'université de Lomé au Togo, Kako Nububko, qui lui montre comment est définie cette notion de propriété en Afrique. Moi, j'ai hérité de certaines terres de mon père, mais je suis obligé de renégocier avec toute la famille paternelle l'usage de ces terres. Et je suis d'autant plus obligé de le faire qu'autour de moi, ce sont les cousins, les cousines, les frères et les sœurs qui vont aussi utiliser les terres alentour. Et donc, ce qui est intéressant, c'est à la fois le lien entre l'individu et le collectif, mais en même temps, d'un point de vue intertemporel, c'est ce qu'on pourrait qualifier de droit intertemporel, puisque en Afrique, comme vous le savez, les morts ne sont pas morts. Ce qui fait qu'on n'arrête pas au moment de la mort physique l'idée de la propriété. Et donc, c'est très intéressant de voir finalement l'individu qui appartient au collectif, mais un collectif intertemporel. Un extrait de votre documentaire, Christophe Clerc, Gérard Mordia, un commentaire. Donc là, on voit bien les variations culturelles, les différences de cette conception de la propriété au travers des cultures. Mais c'était très important pour nous qu'il y ait dans notre série des chercheurs et des chercheuses qui viennent du monde entier pour faire entendre justement cette diversité. Et en Afrique, comme l'explique très bien Kako Nububko, eh bien,
à la fois il y a une propriété individuelle, mais c'est surtout une conception collective de la propriété. C'est encore plus flagrant lorsqu'il explique qu'on n'est pas réellement propriétaire de son corps, puisque la communauté gère le corps à travers l'appartenance à la famille, à part certains rites, les scarifications, apparaissent ces choses-là. Donc c'est une différence très importante avec la conception occidentale de la propriété où l'individu est mis en exergue. Christophe Clair. On voit en Afrique, par exemple, dans certains pays, ce qu'on appelle un maître de la terre. Il y a dans les villages 2 hiérarchies. Il y a le chef du village d'un côté et puis le maître de la terre de l'autre. Ils n'ont pas les mêmes pouvoirs. Le maître de la terre s'occupe uniquement d'allouer les terres aux familles qui en ont besoin en fonction de la taille de la famille et de son évolution. Ça illustre parfaitement ce que j'appelais tout à l'heure la propriété statutaire, c'est-à-dire qu'on cherche à insérer la propriété dans le rapport social. Quels sont les besoins des gens? Quels sont les besoins des familles? Comment vont-ils se nourrir? Et c'est ça qui fait cette propriété africaine particulière, mais ça existe ailleurs. Pas les maîtres de la terre, mais ce concept ouvert de propriété sur la société existe en fait dans tous les pays du monde. Et puis alors, on voit que l'on a affaire là aussi à une conception de la propriété qui est complexe en fonction de l'objet auquel elle s'attache. La propriété du corps, par exemple, est au cœur d'un grand nombre de débats contemporains, Gérard Mordia. C'est une question toujours intéressante à poser à ses amis. Vous sentez-vous propriétaire de votre corps? Mais la réponse n'est pas évidente du tout, parce que effectivement, on peut se sentir propriétaire du corps, mais on voit bien qu'on abandonne cette propriété, ne serait-ce lorsqu'on se laisse opérer. Donc, quelqu'un d'autre prend Mais dans possession. le même temps, on ne peut pas vendre son rein. Non. En France, on ne peut pas vendre son rein, mais notamment Gary Becker, qui est un économiste américain qui avait même eu le soi-disant prix Nobel d'économie pour ça, était un grand partisan de mettre en place un marché raisonné de la vente d'organes. La question morale était totalement exclue parce que lorsqu'évidemment on disait mais c'est honteux de dire ça puisque ceux qui peuvent vendre leurs organes ce sont des gens poussés par la misère. Sa réponse était d'un cynisme absolu. Il disait oui, mais ce seront des pauvres en bonne santé. Et ben, c'est ça la question de la propriété du corps. Jusqu'à quel point on peut le vendre? On se retrouve dans une vingtaine de minutes. Gérard Mordia, Christophe Clair, votre documentaire Le Monde et sa propriété en 4 épisodes sera diffusé pour la première fois avec le premier épisode, donc ce soir à 20h55 sur Arte. En attendant, il est 20h sur France Culture. Non. Il est 8h sur France Culture, pas 20h. Et c'est le journal de 8h de Clara Lecoq-Réal. 7h, 9h. Les matins de France Culture, Guillaume Erner. À la poursuite de la propriété de cette notion, c'est un film en 4 épisodes que nous proposent Christophe Clair et Gérard Mordia. Ils sont dans ce studio. Le premier épisode, La propriété inviolable et sacrée, diffusée ce soir sur Arte. Et nous sommes en duplex avec l'économiste Natacha Valla. Bonjour Natacha Valla. Vous êtes avec nous d'abord, ça c'est bien, hein? Oui, voilà. J'attendais un signe d'approbation de votre part. Vous êtes économiste, donc je l'ai dit, doyenne de l'école du management et de l'innovation à Sciences Po. Cette notion de propriété, elle est bien sûr centrale en économie, mais aussi elle agite un grand nombre de débats dans l'économie contemporaine, Natacha. Oui, en effet, la notion de propriété, on l'a souvent associée à la notion de capital, et le capital est fondateur pour le capitalisme, mais aussi pour comprendre la compréhension économique et bien de la façon dont on produit de la valeur ajoutée, la façon dont on produit des biens et des services aussi d'ailleurs. Et en fait, cette notion de propriété aujourd'hui, on se rend compte qu'elle est en train de glisser. Elle est en train de glisser dans les faits parce qu'on s'occupe beaucoup de la chose écologique, évidemment. Mais on se rend compte aussi, en tant qu'utilisateur, en tant que ménage, mais aussi entreprise, collectivité locale, État, qu'on n'a pas forcément besoin de posséder
pour utiliser. Et alors l'utilité qu'on retire, le bien-être qu'on retire de la propriété, finalement, on le remet un petit peu en question parce que très souvent, c'est l'utilisation des choses dont on retire du bien-être et non de sa possession, voire même parfois la possession d'un certain type de capital est un peu encombrante. Si vous avez une voiture en ville, par exemple, c'est compliqué à garer, il y a tout un tas de services associés qu'il faut payer, etc., etc. Donc cette notion-là, en fait, elle aboutit à quelque chose qui n'est pas bénin pour notre lien à l'objet et notre lien au service, puisque on tend à remplacer la vente par l'usage. C'est l'usage qui prévaut et pas la possession. Et ça veut dire aussi, pour l'environnement, alors c'est une bonne chose parce que finalement, il y a une sorte de détachement de la valeur ajoutée liée à l'objet, à toute la consommation de matières premières, d'énergie que la fabrication de cet objet nécessite. Alors, ça ne veut pas dire non plus que la fabrication n'est plus nécessaire. Il faudra toujours des maisons pour se loger à l'intérieur et des appareils pour se chauffer. Il faudra toujours de quoi s'habiller, des véhicules pour se déplacer, etc. Mais le lien est beaucoup plus ténu, en fait, entre ce que ça coûte à l'environnement et ce que ça coûte en matière de production et l'utilisation, le bien-être qu'on peut en tirer. Mais vous savez, il y a déjà des tas de théories qui se sont développées, les économistes aiment bien ça, sur cette thématique-là, sur cette utilisation différente de la notion de propriété. On a l'économie de la fonctionnalité, par exemple. Où on vous vend en fait une solution intégrée entre l'utilisation d'un bien et des services qui lui sont associés. Quand vous utilisez une trottinette, par exemple, que vous prenez en ville sur un trottoir, une trottinette en location, vous prenez la trottinette, vous ne la possédez pas, bien entendu, et vous êtes très heureux de ne pas la posséder, parce qu'après, il faudrait que vous puissiez vous en occuper toute la journée, mais vous consommez aussi des services de type assurance embarquée. Donc voilà, c'est tout un écosystème qui est en train de naître et qu'on étudie sous la forme des économies de l'économie de la fonctionnalité. C'est lié aussi à des pratiques qui existent depuis longtemps, mais qui se développent de plus en plus. L'économie de la coopération, par exemple, où on met en commun, c'est surtout au niveau local que ça se passe, mais au niveau des collectivités territoriales, avec les entreprises, avec les ménages, on met en commun certains usages, des appareils pour déneiger, par exemple, voilà, des choses comme ça qui représenteraient des gros investissements si on devait les posséder pour les utiliser. Et finalement, ça développe des modes d'être ensemble qui sont un peu différents, enfin, qui permettent un état d'esprit différent. Mais encore une fois, c'est pas pour ça qu'on va sortir du capitalisme et du besoin d'un stock de capital pour produire certaines choses. Et donc ce stock de capital-là, lui, il est bien possédé, in fine, par quelqu'un ou par une entité financière. Et oui, parce que Christophe Clerc, vous êtes avocat également. Alors on sait que la propriété, elle est triple. En France, on apprend ça à l'école, il y a l'usus, l'abusus, le fructus, donc ce sont de plus en plus dissociés. L'usage, le fait de pouvoir disposer d'un bien, y compris le détruire, ou bien le fait d'en toucher les fruits. Et on voit qu'aujourd'hui, eh bien, ces différentes catégories attachées à un objet sont au cœur de différentes activités nouvelles, ou en tout cas des activités qui occupent de plus en plus de place dans l'économie. Oui, et d'ailleurs, il y a un précurseur à cette tendance actuelle, ce sont les communs. Vous savez, les communs, c'est une pratique extrêmement ancienne qui disait qu'on pouvait avoir des droits de propriété, par exemple, sur ce qui reste après qu'on ait cultivé un champ, il reste de la paille, on peut ramasser la paille. Il y avait un droit de propriété sur cette paille, donc un droit de propriété commun. À partir du XVIe siècle et jusqu'au XIXe, XXe siècle, au fond, la propriété marchande a cherché à remplacer ça, à évacuer cette propriété commune qui était au cœur finalement d'une propriété d'existence qui permettait à la petite paysannerie de survivre. Et ces communs ont été attaqués très fortement. On a essayé de leur donner un coup de grâce à la fin des années 60 par un théoricien, Théodore Hardin, qui a dit au fond qu'il y avait une tragédie des communs. Mettre les choses en commun, c'était au fond faire périr la ressource. Si on met trop de vaches dans un champ, eh bien, le champ va s'épuiser. Si on met trop de pêcheurs autour d'un lac, le lac va s'épuiser. En réalité,
l'auteur de cette théorie, Gary Fardin, n'était pas un économiste, n'était pas un anthropologue. Il parlait de choses qu'il connaissait mal, puisque le propre des communs, ça a été et ça demeure aujourd'hui dans le mouvement des communs rénovés, au fond, d'avoir certes une ressource qu'il faut préserver, une communauté autour et des règles. Car évidemment, il n'y a pas de rapport d'appropriation collectif sans règles communes. Et c'est aujourd'hui une nouvelle façon d'approprier les choses qui est en plein développement et qui, je crois, est très intéressante et qui se situe en dehors de ces usages dont on vient de parler, qui sont peut-être imités des communs, mais qui restent quand même dans la sphère marchande traditionnelle. Votre point de vue d'économiste à ce sujet, Natacha Valla? Oui, c'est drôle. Le droit reflète l'économie et l'économie reflète le droit. C'est vrai que la notion de finitude, on se rend compte que c'est celle qui a guidé en fait cette transition qu'on effectue aujourd'hui au niveau de la position de la propriété dans le processus de production économique. Si je prends l'exemple de l'économie collaborative, par exemple, c'est vraiment intéressant parce que là, on aurait presque une extension de la notion de commun. Alors, je ne suis pas juriste, donc mais dans l'utilisation de biens et services, pourquoi pas, entre particuliers. C'est-à-dire qu'on se permet d'avoir des relations qui, a priori, devraient passer, si on passait sur une économie de marché dans un système purement de propriété, à une économie finalement qui se démarketise et qui passe au niveau de l'usage d'un individu à un autre. Ça ne veut pas dire que ça se démonétise. Vous pouvez très bien demander une rétribution financière pour un usage que vous consentez, pour vous loger quelqu'un, voilà. Mais ça multiplie un petit peu les utilisations des biens et les utilisations du fruit des biens. Je pense que c'est cette notion d'utilité qui est vraiment centrale à l'analyse économique et qui, en fait, dès l'origine, quand on y pense, représente quelque chose qui est distinct de ce qu'on représente par la fonction de production. La fonction de production, elle associe de façon très schématique, et je vais schématiser encore plus, mais elle associe des facteurs de production qui sont essentiellement le capital, le travail et puis un peu de progrès technique aussi, puisque ça nous a permis de définir, de comprendre les phénomènes de croissance. Ça nous permet de passer de cette équation-là, qui donne lieu à un produit concret, à la notion de bien-être. Et ce lien-là, il a toujours été mis en forme avec une sorte de fonction mathématique dont on devait définir des propriétés spécifiques pour que ça marche bien, etc. Et on se rend compte finalement que l'utilité elle-même peut faire l'objet finalement d'un échange. Et ça nous affranchit quelque part de cette notion de propriété liée, elle, à la fonction de production. Donc, dans l'appareil simplifié, la boîte à outils simplifiée de l'économiste, finalement, on remet l'accent sur l'utilité et donc sur le bien-être, sans forcément repasser par la case propriété. Et ça, c'est assez en lien, je trouve, avec le commentaire qui vient d'être fait sur les communs. Qu'est-ce que vous en pensez, Gérard Mordia? Je pense que la discussion sur les communs est une discussion centrale et une discussion très importante dans notre série parce qu'il y a 2 points qu'il faut soulever. D'une part, est-ce que les communs sont réellement une autre forme de propriété qui viendrait s'opposer au capitalisme ou est-ce que c'est un avatar du capitalisme? Est-ce que ça va être repris comme bien des idées généreuses ont été reprises et malaxées et détruites au fond par le capitalisme? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la question de l'échelle, parce qu'on voit bien comment les communs peuvent fonctionner sur un plan local pour gérer une ressource, etc. Au plan national, ça devient plus compliqué. Et puis, au plan international, eh bien là, ça se heurte à la falaise, au mur immense du capitalisme qui lutte de toutes ses forces, et elles sont incroyablement puissantes, contre cette idée que le bien commun serait supérieur au profit individuel. Toute la discussion est sur ça. Et si je parle des grands communs, l'eau, la terre, la mer, on voit bien que ce qui se passe aujourd'hui peut nous conduire à peut-être la destruction de l'espèce humaine, mais jamais, en aucun cas, le capitalisme renoncera à cette quête mortifère du profit qui est le moteur même de son idéologie. Qu'est-ce que vous en pensez, justement, Christophe Clerc, à cet égard? Je crois que si on se place au niveau mondial, moi je repars du rapport d'Oxfam de 2021 qui nous dit au fond que 1% de la population les plus riches
ont un patrimoine qui est égal au double de celui de 90% de la population. C'est comme si, dans une école primaire, vous avez 100 enfants, il y en a un qui a 2 fois plus de maillots de football et 3 fois plus de paires de chaussures que les 90 autres. Donc il a 180 maillots de football, 540 paires de chaussures, alors que sur la classe de 100, il y en a 10 qui n'ont rien. Eh bien, la philosophie de la propriété apporte une solution à ça. Elle dit, s'il existe cette propriété de jouissance, d'opulence, d'abondance, d'excès, eh bien, ce n'est pas de la propriété. Ce n'est pas de la propriété. Vous ne pouvez pas la garantir ni la faire respecter comme de la propriété si à côté, le droit à la vie, la propriété d'existence n'existe pas. Et celui qui dit ça, c'est pas Karl Marx, c'est Thomas d'Aquin. Et Thomas d'Aquin ajoutait, dans cette situation-là, on a le droit d'aller prendre la propriété chez le plus riche pour le donner au plus pauvre. C'était le Robin des Bois de l'époque, Thomas d'Aquin, et d'ailleurs, il est contemporain de Robin des Bois. Bon, mais Natacha Valla, vous qui êtes économiste, est-ce que ça vous convient ce discours? Parce qu'en économie, on considère par exemple que la propriété, l'égoïsme est aussi le moteur de l'existence collective. C'est l'égoïsme qui procure du travail aux uns aux autres. Gérard Mordia est pas d'accord, mais je vous laisse d'abord répondre. Natacha Valla. Je remercie Christophe Clerc de citer Thomas d'Aquin, parce que c'est vrai que c'est un des précurseurs justement du renoncement aux biens matériels sans renoncer justement aux valeurs et finalement au progrès de l'humanité. Pour revenir à ce qui a été dit, et je serais... Alors, moi, je ne suis pas forcément une pourfendeuse du capitalisme. En tout cas, je le suis pour le capitalisme excessif tel qu'on l'a exprimé ces dernières années. Je crains fort... Non, mais vous pouvez défendre le capitalisme, alors modéré face à Gérard Mordia, qui, à mon avis, ne sera pas exactement sur... Alors, justement, je voulais rebondir sur sa remarque et sur apporter des nouvelles qui sont plutôt mauvaises pour l'instant, en tout cas, parce que si on prend l'exemple des plateformes, de toute nature qu'elles soient d'ailleurs, ces plateformes, ce sont quoi? Ce sont des intermédiaires supplémentaires, alors qui amènent de l'efficacité dans le système. Donc, on en bénéficie effectivement tous, nous, en tant que consommateurs, les fabricants de biens et fournisseurs de services, mais à quel prix? Au prix justement d'une marchandisation et d'une capitalisation de ce glissement de la propriété vers l'usage. Donc on se retrouve avec la double peine qui finalement de n'être plus propriétaire de ce qu'on utilise, mais en plus de devoir payer une propriété d'usage qui s'intercale. Alors je serais intéressée par le traitement juridique par Christophe Clerc du traitement juridique de cette intercalation, de cet intercalage, mais en tout cas pour l'économiste, il s'agit dans la chaîne de valeur d'un intercalaire supplémentaire dont il faut contrôler bien évidemment les tendances monopolistiques, et on en a des tristes exemples qui sont a priori pourraient être des facteurs de progrès et des facteurs de bien-être, encore une fois, mais dans leur expression initiale telle qu'on la vit aujourd'hui, doit malheureusement être corrigée par des mesures de régulation adaptées, peut-être de fiscalité aussi en matière d'harmonisation. Enfin, on retombe sur tous ces vieux dossiers dont on ne peut pas faire l'économie de cette réflexion-là, parce que malheureusement, effectivement, il y a une tendance à l'appropriation de rente que génère tout glissement de paradigme, en fait. Et c'est un glissement de paradigme majeur qui peut nous apporter beaucoup de bien, mais il faut qu'on soit très très attentif à en préserver les contours. Je pense qu'il faut être très attentif en tant que juriste, économiste, mais aussi et surtout en tant que consommateur, du point de vue du comportement qu'on peut avoir par rapport à ces usages. Gérard Mordia, vous n'étiez pas d'accord tout à l'heure quand j'évoquais Adam Smith sans le nommer, lequel considère que c'est justement l'égoïsme qui fait avancer le monde et qui apporte finalement de l'utilité collective. Oui. Moi, je me réfère aux travaux de Marshall Salins, le grand anthropologue, qui mettait en évidence, et à mon avis de façon définitive, le fait que ce qui a fait avancer l'humanité, les êtres humains, ce n'est pas la concurrence, mais c'est tout au contraire la coopération.
la concurrence qui poussait à son excès porte à la guerre, n'a jamais fait avancer l'espèce humaine. Alors que, au fond, c'est grâce à la coopération des uns ou des autres que nous sommes arrivés à l'état de civilisation où nous sommes. Donc je crois que c'est très important de faire ça. Et dans la propriété, il y a un domaine qui, moi, me touche particulièrement et qui est très important à mes yeux, qui est la fonction sociale de la propriété, parce que la propriété a une fonction sociale. Et cette propriété sociale, elle est terriblement combattue aujourd'hui par les forces néolibérales. Regardez la destruction de l'hôpital, la destruction de l'enseignement, la destruction des transports, etc. Tout doit être arraché à la propriété commune pour rendre au privé et donc à finalement la propriété marchande. Et c'est bien cela auquel il faut s'opposer et s'opposer à mon avis avec une très grande force, parce que ça nous mène justement à la concurrence, donc à la guerre, alors que la propriété commune nous mène finalement à la paix, à une façon de vivre ensemble. Vous pensez vraiment que, parce que la propriété commune, il y a eu des exemples qui ne mènent toujours pas d'ailleurs à la paix, Gérard Mordia. Si vous pensez au stalinisme, au maoïsme, au polpotisme, à tous les rimanismes, oui, j'en suis tout à fait conscient. Mais c'est pas exactement ça, parce que c'est sûr que il y a dans les communs une idée de communisme, mais pas le communisme que l'on peut voir à l'œuvre ou qu'on a pu voir à l'œuvre en URSS ou en Chine, mais finalement à quelque chose qui nous renvoie peut-être à cette chose que j'aime tellement de Thomas Müntzer, qui était celui qui s'opposait à Luther et qui, sous la torture, est mort en disant « toutes choses sont communes », qui renvoie à la vieille idée chrétienne qu'on trouve dans les Actes des Apôtres d'une mise en commun des biens qui permettent aux uns et aux autres de vivre. Voilà, c'est ça la chose importante. Alors, c'est sûr que l'exemple soviétique sert d'épouvantail, mais l'exemple soviétique était une dérive hallucinante et une très mauvaise lecture de Marx, d'ailleurs, à mes yeux. Et il y a une autre conception de l'économie qui était d'ailleurs en partie évoquée par Christophe Clair tout à l'heure, Natacha Valla, lorsqu'il parlait de saint Thomas d'Aquin. L'idée donc d'avoir une vision finie de l'économie, d'avoir aussi une conception de la propriété qui est une conception relative. Tout ça a été abandonné pour permettre le décollage de l'économie et l'industrialisation. Alors permettre, est-ce que c'est un progrès ou est-ce que c'est une décadence? Je laisse chacun juge, mais j'aimerais avoir le point de vue de l'économiste là-dessus. Oui, il me semble qu'il y a une confusion à ne pas faire, c'est de considérer la contrainte objective qui est la finitude du monde et des ressources. Ça, c'est une objectivité que plus personne ne conteste aujourd'hui. En tout cas qu'on prend de plus en plus en compte de façon spontanée ou de façon normative. Et puis la notion de croissance. Moi, j'ai beaucoup d'espoir sur les réflexions qu'on porte aujourd'hui, non pas sur la décroissance et la nécessité qu'on aurait de faire décroître l'économie, mais de comptabiliser la croissance autrement et de prendre en compte dans cette croissance plus ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire la définition du produit intérieur brut tel qu'on l'a défini dans l'après-guerre, mais une notion bien plus large, bien plus généreuse et j'allais dire bien plus en ligne avec nos valeurs, de justement ce qu'on considère devoir être valorisé. Si on a envie collectivement de valoriser la biodiversité, eh bien allons-y, donnons une valeur à la biodiversité. Sans dire de gros mots, donnons un prix à la biodiversité si c'est la condition pour nous de la respecter et de l'encourager collectivement. Donc je pense qu'il faut, et c'est un sujet très très brûlant parce qu'on est en train de mettre en place des règles au niveau de Bruxelles mais aussi au niveau mondial. C'est un enjeu géopolitique majeur que de définir justement tout ce qu'on va mettre dans la lecture du monde qu'on appelle la lecture extra-financière. Aujourd'hui, les entreprises doivent rendre compte de façon assez informelle finalement, ou en tout cas non quantitative, de l'impact de leur activité essentiellement sur l'environnement, à un niveau social et au niveau de la gouvernance. Avec beaucoup d'évolutions. Effectivement, à cet égard. Christophe Clair. Alors, effectivement, je crois qu'on peut proposer des choses en termes de propriété. On peut faire une propriété écologique. Une propriété écologique, vous avez parlé tout à l'heure d'usus, fructus, abusus. Abusus, c'est la possibilité de vendre et de détruire. On peut faire une propriété écologique dans laquelle on n'aurait pas le droit de détruire. On peut aussi, par exemple, considérer que quand vous êtes propriétaire de votre voiture,
vous êtes propriétaire de l'essence que vous mettez dedans, vous êtes propriétaire des gaz d'échappement. Eh bien, si vous passez devant mon jardin, moi, je peux dire, dans la propriété de mon jardin, vos particules de CO2, vous les reprenez, elles sont à vous. Mais vous allez les récupérer. C'est très libérale, Christophe Non, Clerc, je vous dis... Parce que vous allez arriver au droit à polluer avec ça. Non, je vous dis, reprenez-les. Vous avez peut-être le droit de le polluer, mais allez poursuivre, allez venir épousseter mon jardin. Le capitalisme le plus orthodoxe a une solution pour ce que vous venez de dire. Il suffit de faire des droits à polluer avec un marché, des droits à polluer. Non, je ne fais pas un marché, je dis, vous allez venir récupérer. C'est-à-dire, je ne veux pas souffrir de votre pollution. Mais ça n'est pas possible, Christophe Clerc. Ah, c'est possible. Je ne peux pas aller récupérer les gaz d'échappement de ma voiture. Si vous ne pouvez pas les récupérer, dans ce cas-là, vous devez m'indemniser. Et c'est ce que demandent aujourd'hui tous les pays de la planète. C'est le marché des droits à polluer. Non, c'est pas le marché des droits à polluer, parce que si vous prenez tous les pays de la planète qui ont souffert de la pollution qui a été créée par l'Europe et par les États-Unis dans la phase d'industrialisation, ils disent au fond, est-ce que vous pouvez dépolluer la planète? Non, ça serait votre responsabilité car vous êtes propriétaire de cette pollution. Eh bien, vous devez payer pour nous aider à nous faire cette transition écologique. Un mot de conclusion, Gérard Mordillat. Je crois qu'il y a une grande bataille qui se mène, qui est d'arriver finalement à briser le concept invulnérable de propriété, de le remettre en cause de façon la plus radicale possible. Et on voit donc au travers de ces 4 épisodes de votre film consacré donc à la propriété, Le Monde et sa propriété, ce soir à 20h55 sur Arte, à quel point donc cette notion qui nous paraît naturelle est en réalité éminemment problématique, a évolué dans le temps et dans l'espace, inviolable et sacré. C'est donc le premier épisode que vous aurez donc la possibilité, la chance de voir ce soir sur Arte. Il est 8h44 sur France Culture. Dans quelques instants, le point sur l'actualité.